La dernière vidéo a été assez longue car elle intégrait beaucoup de choses. Les 24 accords de base, pas seulement les accords dont les fondamentales sont les touches blanches de votre clavier, mais aussi les accords dont les fondamentales sont les touches noires de votre clavier. Je vous ai fourni un tableau avec une dictée d'accords qui vous permet de faire 2 ou 3 lignes par jour et d'apprendre à les jouer de plus en plus rapidement et surtout automatiquement. Vous savez maintenant que ce sont ces automatismes du cerveau qui nous permettent de faire 95% des choses que l'on fait dans la vie de tous les jours et aussi de jouer d'un instrument de musique. Une fois que un automatisme est assimilé, eh bien, on peut jouer un La mineur ou un Mi majeur ou même un Si bémol majeur sans réfléchir en quelques dixièmes de seconde. D'ailleurs, au sujet de cette dictée d'accords, je vous ai demandé de jouer 2 ou 3 lignes par jour prises au hasard. Petite erreur de ma part, pas prises au hasard. Sinon, vous risqueriez de rejouer, sans même vous en rendre compte, plus de certaines lignes que d'autres. Plutôt commencer par les 2 ou 3 premières lignes, puis le jour d'après, les 2 ou 3 lignes d'après, et ainsi de suite. Quand vous arrivez à la dernière ligne, vous recommencerez à la première. Il faut donc que vous notiez d'une façon ou d'une autre les lignes que vous avez jouées la veille pour reprendre le lendemain par les 2 ou 3 lignes suivantes. La raison pour laquelle il ne faut pas prendre le risque de rejouer toujours les mêmes lignes, je l'ai déjà expliqué mais je vous le redis, c'est que les accords de ces lignes n'ont pas été jetés comme ça sur le papier au hasard. Le nombre de fois qu'un accord apparaît sur cette feuille dépend de sa popularité. Des accords comme le La majeur ou mineur ou le Sol majeur ou mineur apparaissent bien plus souvent de fois que le Ré bémol majeur ou mineur qui est moins utilisé. Vous vous souvenez, lorsque je jouais les accords de ce tableau, pour vous montrer comment utiliser cette feuille, j'avais plus d'hésitation sur certains accords que sur d'autres, voire même j'en ai joué un qui n'était même pas celui qui était demandé. Bon, mais je les retrouve facilement quand il faut que je travaille un morceau que je dois apprendre à jouer pour le jouer ensuite avec d'autres. C'est le plus important. Ensuite, on a parlé des retournements d'accords. On appelle ça aussi des renversements d'accords. Les deux mots sont synonymes. Personnellement, je préfère le mot retournement, qui est parfois utilisé, mais bon, ça a l'air de perturber certains. Vous savez maintenant que savoir renverser les accords sert à pouvoir choisir une certaine sonorité, progressivement plus haute ou plus basse en fonction de vos retournements, de vos renversements. Ça sert aussi à grouper votre jeu pour faciliter les choses à vos doigts pour le passage d'un accord à un autre. Et vous vous souvenez de la grande maxime, un bon retournement ou un renversement d'accord qui aide votre jeu et en même temps une bonne utilisation de la pédale de sustain, c'est la recette magique pour que votre jeu soit fluide. Alors, je vais faire une petite parenthèse justement car je voudrais adresser un message à ceux que j'appelle les puristes. Rien de péjoratif, je vous assure. D'ailleurs, vous allez tous devenir, j'espère, des puristes un jour, puisque la musique, c'est tout de même une affaire de rigueur et de précision. Je parle de ceux qui, visiblement, sont déjà des musiciens et qui, pourtant, ont l'air de bien connaître le sujet traité dans la vidéo pour laquelle ils me laissent un message. Pour une petite question d'une ligne concernant la terminologie ou les choix que je fais dans mes vidéos, il me faudrait 10 ou 20 lignes pour expliquer pourquoi je fais ça. Ça me prend beaucoup trop de temps et en plus, ce n'est pas le sujet de ces vidéos. D'ailleurs, je suis assez surpris d'avoir des messages de ces musiciens. Pourquoi regardent-ils ces vidéos alors qu'ils ont l'air de connaître déjà tout ça très bien? Alors, je vais leur répondre de façon groupée une fois pour toutes. Ces vidéos sont faites pour simplifier, démystifier et rationaliser les choses sans pour autant faire l'impasse sur des sujets dont l'importance sont cruciaux. La musique a longtemps été expliquée avec des termes savants, compliqués et pas intuitifs du tout. Alors oui, il y en aura toujours qui vont me dire « Ah oui, mais tu comprends, c'est pas le mot qu'il faut utiliser ». Ici, on appelle un chat et pas un Felis catus, même si c'est son nom scientifique. Le solfège et les mots techniques, ça repousse, ça intimide. Beaucoup de gens ont arrêté la musique pour cette raison. La pédagogie classique a visiblement besoin de plus prendre en compte la psychologie des musiciens en herbe. On n'est pas au conservatoire ici. Ici, c'est une autre approche qui fonctionne. Je ne vais pas vous raconter mon histoire musicale, je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente. Quelqu'un a pris un exemple absolument parfait pour illustrer ce que je viens de dire. Il ou elle a utilisé les mots, les notes conjointes et les notes disjointes. Voilà, évidemment,
Qu'est-ce que c'est que ça? Le terme ne veut pas vraiment dire ce qu'il veut dire. Alors en fait si, mais seulement une fois qu'on le sait. Si je peux éviter d'utiliser un terme qui ne dit pas tout de suite ce qu'il veut dire, je vais l'éviter. Des notes conjointes sont tout simplement des notes qui sont voisines les unes des autres, et les notes disjointes, elles ne sont pas voisines les unes des autres. Il me semble beaucoup plus clair d'appeler ça des notes voisines plutôt que des notes conjointes. On n'est pas au conservatoire ici. Par contre, d'autres termes comme gamme, accord mineur, accord majeur, arpège, bon, tout ça, ce sont des termes qu'il faut bien apprendre. Mais quand je peux, j'éviterai toujours les mots savants et j'utiliserai parfois des synonymes de termes de solfège qui me semblent plus évocateurs. N'oubliez pas, ici, on ne fait pas de solfège et donc on ne respecte pas nécessairement la rigueur implacable du lexique du solfège. Si c'est du solfège rigoureux que vous voulez faire, cette chaîne n'est pas faite pour vous. Il y en a d'autres qui le font bien mieux que moi. En plus, je ne voudrais pas que ce genre de message, qui envoie des tas de termes techniques, ne perturbe ceux qui suivent consciencieusement ces vidéos et qui recherchent l'essentiel et la simplification des choses. Une fois encore, attention, simplification ne veut pas dire que je saute des sujets. Au contraire, simplification, ça veut dire expliquer au bon moment et de façon rationnelle et structurée. Alors, dans vos commentaires, je vous prie de rester dans le cadre de ces vidéos et qui n'utilisent pas le solfège pour comprendre comment s'articule un morceau, comment apprendre à le jouer, et plus tard, comment en composer un. En plus, je vois bien que certains auteurs de commentaires n'ont pas suivi toutes les vidéos dans l'ordre, comme je le suggère lourdement à chaque vidéo, ou presque. Ce que je viens donc de faire. Et il ou elle, si il ou elle les avait vus, ils ne poseraient pas certaines questions. Je ne parle pas bien sûr à celles et à ceux qui auraient oublié un petit truc qui leur est sorti de la tête, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, je souhaiterais que nous restions dans le cadre. Mon temps est limité, je me suis efforcé de répondre à ce genre de commentaires, mais je ne peux plus y consacrer beaucoup de temps car c'est au détriment d'autres questions plus pertinentes et en rapport avec le sujet de ces vidéos. Voilà, vous voyez, j'ai déjà gaspillé quelques précieuses minutes de mon temps et du vôtre avec un sujet qui n'amène rien à ce que nous faisons ici. Ok? Voilà qui est dit, jingle. Bonjour, je m'appelle Stéphane et pour ceux qui arriveraient sur cette chaîne par cette vidéo, sachez que cette chaîne est faite pour être suivie depuis le début, dans l'ordre, car l'esprit ici est de construire votre savoir musical pierre par pierre. Chaque terme, chaque sujet, chaque exercice est présenté suivant un fil conducteur bien précis pour que votre progression soit la plus logique et la plus fluide possible. Commençons enfin cette vidéo. On va parler de temps. Bon, vous avez compris, hein, pas cela. Hein. On a déjà parlé de cela et de cet outil très précieux et de très haute technologie dans une vidéo précédente. On va développer sur les temps, pas sur les taons. Hein. On a commencé à bien en parler dans la vidéo numéro 16, une chanson où un morceau doit être rythmé de façon régulière, un rythme sur lequel on peut battre la mesure avec son pied ou danser dessus. La musique, c'est quelque chose d'ordonné dans ses notes et dans son rythme, sinon ce ne serait que du bruit. Les notes ordonnées, eh bien, ce sont les règles qu'on a vues qui dirigent les gammes, les accords, les arpèges. Les arpèges, on va y venir très prochainement. Et le rythme est représenté par des mesures et des temps. Une chanson ou un morceau est divisé en mesures, ce sont des petites sections de durée égale de la chanson qui se suivent du début à la fin de la chanson et chaque mesure contient des temps. On en a déjà parlé un peu de tout ça dans cette vidéo numéro 16 et je vous conseille vivement de vous la repasser une fois ou deux ou plus avant d'attaquer celle-ci afin d'être sûr que vous maîtrisez bien ce qu'il y a dans cette vidéo numéro 16. Quel que soit le style de musique, un morceau possède toujours un rythme et est toujours divisé en mesures, comme on vient de le dire. En reprenant l'exemple de Frère Jacques, cette comptine est en 4 temps, c'est-à-dire qu'il y a 4 temps dans chaque mesure de la chanson du début à la fin. Frère Jacques, ça c'est une mesure. Frère Jacques, ça c'est une autre mesure, une deuxième mesure, même si cette deuxième mesure est exactement la même que la première. On peut considérer que ces deux frères Jacques sont une seule mesure en comptant différemment. Frère Jacques,
frère Jacques. Ça ne change rien à la chanson. Une mesure peut être divisée en autant de mesures que l'on veut. On peut regrouper deux mesures ensemble en divisant la vitesse du décompte des temps par deux. On peut découper un saucisson en 4 tranches ou 8 tranches ou 16 tranches, le saucisson sera toujours le même. Il n'y aura pas plus ni moins, mais les tranches seront plus ou moins grandes. C'est ce que je viens de faire avec frère Jacques en comptant plus lentement. Mais le nombre de temps dans chaque mesure reste toujours 4 temps. Que je compte frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, ou frère Jacques, frère Jacques, la chanson ne change pas. Je peux compter comme je veux du moment que je reste en 4 temps. Parce que si j'essaye de compter avec 3 temps ou 5 temps, allez-y, essayez, vous allez voir que c'est quasiment impossible de garder le rythme longtemps. Cette chanson est en 4 temps. Et d'ailleurs, voici un bon exercice pour vous mettre le rythme dans la peau. Quand vous écoutez une chanson en voiture, en train, en métro, amusez-vous à compter avec ce que vous écoutez. Vous allez voir que vous allez vite trouver le nombre de temps dans chaque mesure, et même plus encore, vous allez trouver où se trouve le temps fort, le premier temps de chaque mesure, c'est-à-dire quand est-ce qu'on commence à compter 1, 2, 3, 4. Ce 1, ce premier temps, s'appelle aussi le temps fort de chaque mesure, car il possède un accent que les 3 autres n'ont pas. Le temps fort démarre la mesure avec un petit élan. C'est sur ce temps fort, inconsciemment, qu'on tape du pied pour battre la mesure, comme on dit. Pour frère Jacques, c'est facile. Frère Jacques, frère Jacques. On entend bien que le temps fort est le premier temps de chaque mesure. Dans la chanson Always Remember Us This Way de Lady Gaga, c'est pas si facile a priori de trouver quand est-ce qu'on commence à compter 1, 2, 3, 4, parce que la mélodie commence juste avant le premier temps de la première mesure, juste avant ce temps fort. Vous vous souvenez où la voix de Lady Gaga commence avant la musique. On appelle ça une... Vous ne savez pas? Vous vous en souvenez pas? Vous n'avez pas suivi les vidéos, vous, hein? Une Anna Cruz, bien sûr. Et non, Anna Cruz n'est pas la femme de Tom Cruise. Retournez voir la vidéo numéro 16. Une Anna Cruz est une façon de commencer une chanson par quelques notes avant le temps fort de la première mesure. Cette Anna Cruz lance la chanson et lui donne dès le début une impulsion, un élan, une certaine énergie. Voilà. That Arizona Sky, le comptage 1, 2, 3, 4 commence vraiment sur le mot sky. That Arizona sky, burning in your eyes. Ensuite, burning in your eyes, pareil pour eyes. Eyes tombe sur le premier temps, le temps fort de la deuxième mesure. Cette chanson contient beaucoup d'anacrouse. Alors, je ne devrais pas dire ça comme ça, parce que, attention, une anacrouse se dit uniquement pour le début d'une chanson, et pas pour les autres fois dans la chanson, où la mélodie commence avant le temps fort des autres mesures. Mais c'est le même principe. That Arizona Sky, c'est une anacrouse, parce que c'est le début de la chanson. Burning in your eyes, ce n'est pas une anacrouse au sens strict du terme, mais suit le même principe puisque la mélodie de cette phrase commence exactement comme pour le début de la chanson, en avance par rapport au temps fort de la mesure qui suit. Beaucoup de chansons ou de morceaux commencent par une anacrouse. La Marseillaise, par exemple, commence par une anacrouse. Allons enfants de la patrie. Quelle syllabe tombe sur le premier temps de la première mesure, sur le temps fort? Mettez cette vidéo en pause un instant et essayez de chanter ce premier vers de la chanson et de déterminer quelle syllabe tombe sur le premier temps. Alors, vous avez trouvé? Voici la réponse. Allons enfants de la patrie. L'anacrouse, c'est allons-en, et la syllabe fan de enfant est sur le premier temps de la première mesure. On entend bien cette anacrouse qui démarre la chanson avec un élan, avec une énergie. Allons enfants de la patrie. Et le vers d'après, le jour de gloire est arrivé. Quelle syllabe coïncide avec le premier temps de la deuxième mesure? Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. C'est le mot gloire qui est sur le temps fort. Le premier temps de la deuxième mesure. C'est exactement comme une anacrouse, mais pas au début de la chanson, alors on ne peut pas l'appeler comme ça.
Pareil pour le troisième vers, contre nous de la tyrannie. Contre nous de la tyrannie, c'est encore une anacrouse, entre guillemets. Quasiment tous les vers de la Marseillaise sont des anacrouses. Voilà, vous avez compris le principe de l'anacrouse et de ses petites cousines tout au long de la chanson. Bon, on ne va pas faire toute la Marseillaise pour vous en convaincre, mais puisqu'on est dans les hymnes, l'hymne américain commence par une anacrouse. Allez-y, trouvez-le, écoutez-le, et vous allez très bien l'entendre. L'hymne du Royaume-Uni, God Save the Queen, enfin c'est God Save the King maintenant, ne commence pas par une anacrouse. La mélodie commence pile poil sur le temps fort de la première mesure. God save our gracious King. God save our great... Ok, il n'y a pas de petite note avant le premier mot. Le premier mot commence sur le premier temps de la première mesure. Alors attention, il peut y avoir une intro à un morceau, mais ça ne compte pas. Dans Someone Like You, il y a une introduction au piano, mais la mélodie chantée par Adele commence avec une anacrouse. Voilà, vous savez désormais bien ce que c'est qu'une anacrouse, vous saurez les reconnaître. Entraînez-vous en écoutant des chansons et posez-vous la question, tiens, ça serait pas une anacrouse, ça? Comprendre une chanson, c'est aussi comprendre son rythme. Revenons à nos mesures et à nos temps. La plupart des chansons contemporaines, dans 99% des cas, sont des chansons à 4 temps. Mais parfois, on tombe sur des chansons à 3 temps, c'est-à-dire 3 temps dans chaque mesure, et donc on va compter jusqu'à 3 dans chaque mesure. La signature rythmique, c'est comme ça que ça s'appelle, la signature rythmique à 3 temps nous vient principalement de la valse, les célèbres valses de Vienne de Strauss entre le 19 et le 20e siècle, un rythme qui a été repris dans les bals musettes où on amusait le public en le faisant danser avec une musique gaie et entraînante où les messieurs pouvaient faire tourner la tête de leur cavalière. Voici un rythme à 3 temps. Le grand classique, c'est de mettre le premier temps à la main gauche en alternant fondamental et quinte. Si je le fais avec un accord de Do mineur, je vais le retourner, je vais le renverser pour faire Sol, Do, Mi bémol, et j'y vais. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ce que je joue là est le début d'un morceau que tout le monde a en tête, car il a servi très souvent pour des films et pour des pubs. C'est la deuxième valse de Dimitri Shostakovich. Je vais jouer par-dessus la partition de piano de façon à ce que vous voyez comment est fait ce morceau. Vous remarquerez au passage comme le squelette de ce morceau, comme tous les autres morceaux au monde, est une suite d'accords. Écoutez ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Do mineur. Sol majeur, Do mineur, Fa mineur, Si bémol majeur, Mi bémol majeur. Voilà, dans ce morceau, on voit parfaitement comment les temps sont joués sur le clavier. Si vous avez un pote clarinettiste ou violoniste ou encore mieux violoncelliste, vous voyez que la partie piano de ce morceau peut être jouée rien qu'en connaissant les accords qui le composent. Donc à deux, vous pouvez déjà vous faire un petit bœuf. Vous jouez l'accompagnement, comme je viens de faire, et votre pote la mélodie. Aujourd'hui, la valse est passée de mode par rapport à ce qu'elle a été au début du XXe siècle, jusqu'à entre les deux guerres à peu près, où l'influence américaine s'est imposée avec le jazz, le blues et bien sûr le rock. Il n'y a plus beaucoup de chansons à 3 temps, cette signature rythmique donne aujourd'hui toujours un petit côté désuet à la chanson. Il y en a encore, je vous laisse en rechercher, amusez-vous à compter les 3 temps dessus. Mais par exemple, la chanson Chez Lorette de Michel Delpech est une chanson à 3 temps. Elle suit ce schéma où la main gauche fait le premier temps à la fondamentale de l'accord et la main droite fait l'accord des 2 autres temps restants. Comme ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'était bien chez Lorette, quand on faisait la fête, elle venait vers nous, Lorette. Bon,
Bon là, je voulais jouer cru, on va dire, simple, de façon à ce que vous puissiez voir comment la chanson s'installe dans les 3 temps, et voir aussi ce que j'ai joué. Après, bien sûr, on peut la faire évoluer en y mettant tout un tas de fioritures, par exemple quelque chose comme ça. Pardon. Mais tout ça, ça sera pour un peu plus tard. Il y a quelques semaines, quand je commençais à préparer le contenu de cette vidéo, m'apercevant qu'il y avait encore moins de chansons en 3 temps que je ne le pensais, ça m'a donné l'idée de faire moi-même une chanson contemporaine à 3 temps. Et même plus encore, une chanson qui alternerait le 4 temps et le 3 temps au sein de la même chanson, un peu comme Lucy in the Sky with Diamonds des Beatles, mais dans l'autre sens, couplet en 4 temps et refrain en 3 temps. Cette chanson est en cours d'écriture et d'enregistrement. Elle n'a pas encore de mélodie ni de paroles, même si j'ai des idées assez précises, mais son orchestration et son enregistrement sont déjà pas mal avancés. Et voici ce que ça donne pour le moment. Voilà, là on est dans le couplet qui précède le refrain, qui sera en 3 temps. Donc le couplet est en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et à la fin de cette phrase, à la fin de ce couplet, on va passer en 3 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et voilà, on est passé en 3 temps. Et tout de suite, ça donne cet esprit de la valse enjouée et légère qui donne un peu envie de danser. Alors maintenant, on est dans le refrain en 3 temps et on va repasser dans le couplet à 4 temps. Voilà, vous avez entendu comme on peut changer la signature rythmique en cours de route, de 4 temps pour un couplet, à 3 temps pour un refrain, et de retour à 4 temps quand on revient au couplet. C'est pas commun comme technique rythmique, mais c'est justement ce qui m'a poussé à le faire. J'aime bien ce côté enjoué de la valse du 3 temps, mais pas pour autant en faire une chanson tout entière. Alors j'alterne le 4 temps et le 3 temps. Ça fait son petit effet. Donc la musique est à 3 temps ou 4 temps. Pas tout à fait. Il y a aussi du 5 temps. C'est vraiment très rare. On le trouve surtout dans le jazz. Ça donne un rythme un petit peu bancal. C'est le cas du célèbre morceau de Dave Brubeck, Take 5, en 1959. J'en ai pas trouvé de plus récent. Je ne suis pas non plus un spécialiste du jazz. Écoutez ce morceau, c'est assez étonnant comme rythme. Ça donne quelque chose comme ça. Compter les 5 temps en l'écoutant, c'est pas si difficile en fait. Je l'ai joué avec des copains il y a des années, c'était un morceau ultra célèbre dans le genre, et malgré cette impression qu'on va tous se casser la figure à tout moment, finalement on prend le rythme et ça se joue assez bien quand on a pris le coup. Il y a aussi de rares morceaux à 6 temps. L'hymne du Royaume-Uni de tout à l'heure est un morceau à 6 temps, écoutez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas de doute, c'est un morceau à 6 temps. Essayez de le jouer et de compter à 3 temps, ou à 4 temps, ou à 5 temps, ou à 7 temps. Ben, vous allez voir que vous n'allez pas y arriver, ou en tout cas pas longtemps, parce que comme on est à 6 temps et que vous allez compter à 4 temps, ben, vous allez vous décaler par rapport aux mesures et très rapidement, votre décompte va être complètement paumé. Nous, la Marseillaise, elle a été écrite en 4 temps, un grand classique. Eux, les Anglais, ils ont fait ça à 6 temps. British Humor, sans doute. Je voudrais apporter une précision sur les temps de ce morceau. On peut aussi considérer que ce morceau est à 3 temps. 3 temps ou 6 temps,
Finalement, c'est la même chose. 2 mesures à 3 temps, c'est la même chose qu'une mesure à 6 temps. Mais à 3 temps, les mesures sont très courtes. 6 temps me paraît plus logique pour ne pas trop saucissonner le morceau. Et dire qu'un morceau est à 3 temps, ça laisse penser que c'est une valse. Or, ce morceau n'est pas du tout une valse. Ça se discute. Pour la petite histoire, j'ai joué ce morceau lors d'un voyage de rugby en Angleterre où on voulait leur faire la surprise de chanter leur hymne national. J'en ai gardé le souvenir de ces 6 temps. Moi, je jouais du piano, évidemment. 4 gars de l'équipe jouaient d'autres instruments de musique et tous les autres chantaient. Ça avait de la gueule, notre truc. On s'était bien entraînés. Quand ça a été leur tour de prendre la parole, pour nous souhaiter la bienvenue chez eux, ils nous ont chanté la Marseillaise. Je soupçonne notre prof de musique d'avoir organisé ça secrètement, la coïncidence étant très improbable. On n'a jamais su. On a perdu le match, mais on a compris pourquoi. Ils ont clairement passé plus de temps que nous à s'entraîner au rugby qu'à la musique, parce que très franchement, leur interprétation de la Marseillaise avait été assez catastrophique. Mais leur cœur y était, c'était le plus important. Mais bon, soyons gentlemen comme eux ils l'ont été, ils étaient clairement plus forts que nous. Voilà, vous comprenez maintenant mon petit penchant pour les hymnes nationaux pour illustrer mes propos. Fin de la parenthèse, revenons à la vidéo. Donc pour nous, on va surtout se retrouver avec une signature rythmique à 4 temps qui représente la très grande majorité de la musique contemporaine. Mais alors, attention, je l'ai déjà souligné dans la vidéo numéro 16, ce n'est pas parce que on n'entend pas un des 4 temps dans une mesure qui n'existe pas. Vous vous souvenez de Frère Jacques, exemple parfait d'un air à 4 temps, dans lequel le 4e temps n'est pas toujours audible. Frère Jacques, Frère Jacques. Ok, facile. Chaque syllabe de Frère Jacques tombe sur un temps. Frère Jacques possède 4 pieds, Frère Jacques, et la mesure qui doit l'accueillir, ce Frère Jacques, possède 4 temps. 4 pieds sur 4 temps, rien de plus facile, ça match. Caler les paroles sur la musique, c'est une étape importante lors de la composition d'une chanson, où le compositeur et le parolier, si ce n'est pas la même personne, se tapent souvent dessus. L'un veut plus de notes pour faire rentrer ses paroles, l'autre veut moins de syllabes pour que les paroles rentrent dans sa mélodie. Non, je plaisante, quand le parolier et le compositeur s'entendent bien, ils trouvent des compromis pour que les paroles et la musique aillent bien ensemble. C'est pas simple, mais on n'a pas le choix. Il faut que les paroles et la mélodie s'emboîtent agréablement à la fin. Et la suite de Frère Jacques. Dormez-vous, dormez-vous. Ah oui, mais dormez-vous n'a que 3 pieds, et ma mesure en a 4. Ça colle pas, là. Alors comment on fait? La solution qui a été adoptée par le compositeur de cet air a été de laisser le 4e temps silencieux. Dormez-vous, silence. Dormez-vous, silence. D'ailleurs, en musique, ce silence s'appelle un silence. Ça tombe bien, voici un mot qui exprime bien sa fonction. On le garde tel quel. Il y a plusieurs types de silence selon la longueur du silence. Un silence qui rend silencieux un des 4 temps, comme dormez-vous, s'appelle un soupir. C'est très poétique. Si on avait laissé 2 temps silencieux, la chanson aurait été « Frère Jacques, dormez, dormez ». Voilà, disons que la chanson donne l'ordre à Frère Jacques de dormir. Vous voyez bien qu'ici, les temps 3 et 4 de « dormez-vous » sont silencieux. Dormez, 3, 4. Et ces 2 temps consécutifs silencieux s'appellent une demi-pause, parce que 2 soupirs qui se suivent s'appellent une demi-pause. Bref, pour chaque longueur de silence possible, il y a un nom. Il y a des pauses, des demi-pauses, des soupirs, des demi-soupirs. Bref, mais ne retenez pas tout ça, là on est dans le solfège, et je l'ai promis, pas de solfège. Nous, on appellera ça simplement des silences à 1, 2, 3 ou 4 temps. Le plus important à retenir ici, c'est que ce n'est pas parce qu'un temps ne s'entend pas, comme « dormez-vous », qu'il n'existe pas. Il est simplement silencieux, ce silence, ce soupir-là, occupe quand même la durée de ce temps. Si je fais sauter ce 4e temps dans « dormez-vous », 4, dormez-vous 4, au lieu de juste le rendre silencieux, alors la mesure n'a plus que 3 temps, et ça ferait ça. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines. Et là, vous entendez tout de suite que le rythme donne l'impression de trébucher, car les mesures 3 et 4 n'ont plus que 3 temps. Alors je ne dis pas que c'est faux, certaines rares compositions peuvent jouer avec des croche-pattes de rythme en passant de
en passant de 4 à 3 temps pendant une mesure ou deux pour surprendre l'oreille. Mais si on supprime ce quatrième temps dans la troisième et quatrième mesure de Frère Jacques, ben, on voit bien que ce n'est plus Frère Jacques. C'est d'ailleurs la difficulté que j'avais dans ma chanson en cours de réalisation de tout à l'heure. Comment faire pour passer de 4 à 3 temps, puis de revenir à 4, sans donner cette impression que la musique trébuche. C'est pas commun de vouloir faire ça dans une chanson. J'ai dû essayer plusieurs choses qui se sont avérées inaudibles avant de trouver la bonne solution. Mais bon, on a bien d'autres choses à faire avant d'en arriver à se torturer l'esprit avec des changements de signature en cours de morceau. Revenons à nos silences. Des silences, il y en a plein partout dans la musique. Je crois que c'est le trompettiste Miles Davis qui disait que la musique se trouve dans les silences qu'il y a entre les notes. Écoutez ce début de chanson que la terre entière connaît, rien à voir avec Miles Davis. Qui ne connaît pas ce rythme de We Will Rock You de Queen? Ce rythme est en 4 temps, dont le quatrième temps est silencieux, comme le Dormez-vous de Frère Jacques. Dormez-vous, dormez-vous. C'est le même rythme. Boum, boum, clap. Boum, boum, clap. Silence à chaque fois. Vous entendez comme le quatrième temps est muet. Je viens de vous demander d'entendre quelque chose du muet. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Le quatrième temps est bien là, mais il est silencieux. Si je le fais sauter, ce quatrième temps, alors on ne serait plus qu'en 3 temps, et ça ferait ça. Boum, boum, clap, boum, boum, clap, boum, boum, clac. Il n'y a plus ce silence qui fait boum, boum, clap, silence. Ce n'est plus du tout pareil. Ce quatrième temps silencieux a donc bien sa place dans ce rythme que l'on connaît bien. Comme je disais déjà dans la vidéo numéro 16, c'est très important d'aller jusqu'au bout de vos mesures, même quand un ou plusieurs temps sont silencieux. Si vous rajoutez ou supprimez un temps, alors vous cassez le rythme qui passe soudainement de 4 à 3 temps ou de 4 à 5 temps. Avec la chanson Always Remember Us This Way, c'est particulièrement délicat car les paroles de cette chanson commencent par une anacrouse et cette avance de la mélodie sur les mesures se répète dans la chanson. Pas du tout comme Frère Jacques qui commence sur le premier temps et qui comble tous les temps des syllabes, enfin presque. Frère Jacques, une syllabe, un temps. C'est simple. Du coup, dans Always Remember Us This Way, comme on n'a rien à chanter pendant plusieurs temps, on se retrouve facilement à retirer un temps pensant que la mesure est trop longue. On risque alors de faire sauter ce quatrième temps, et là, vous bousillez complètement le timing de la chanson. Si en plus on joue avec d'autres musiciens, alors là on se fait pourrir grave, parce que c'est le genre d'erreur qui est quasiment impossible à rattraper, car plus personne ne sait où on en est. Certains ont du mal un peu à jouer cette chanson à cause de ses avances et ses silences dans la mélodie. C'est aussi pour ça que je l'ai choisie comme exemple, parce que justement elle soulève cette particularité, ce décalage qu'il y a entre les paroles et les temps forts de chaque mesure. La seule solution de vous en sortir, si vous avez un peu de mal avec le timing de cette chanson, c'est de compter dans votre tête ou même à voix haute pour combler les trous qu'il y a dans la mélodie le temps que vous appreniez cette chanson pour être sûr de ne pas rajouter ou enlever des temps. Comme ça. That Arizona sky, 2, 3. Burning in your eyes, 2, 3, 4. La 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 la. 2, 3. La 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 la. Ok. Pour ceux qui ont le rythme dans la peau, c'est assez facile. Pour d'autres, ça demande un peu de concentration au début, le temps d'apprendre la chanson, et puis avec la pratique, ça finit toujours par rentrer. Souvenez-vous la phrase d'Einstein que le génie, c'est 1% de talent et 99% de travail. On peut donc considérer que quelque chose qui ne vous vient pas spontanément peut être acquis par le travail, c'est-à-dire par la compréhension et la répétition. Comprendre les mesures et les temps, c'est très important car on va prochainement rentrer dans le sujet des arpèges. On en a déjà un peu parlé, les arpèges, c'est une façon de jouer des accords. Un accord peut être joué en le plaquant sur le clavier, en y appliquant d'éventuels retournements ou renversements, comme vous préférez, comme les C1 et C2 de Always Remember Us This Way. Mais les accords peuvent aussi être joués en arpège, c'est-à-dire en égrénant les notes de ces accords, en respectant bien sûr la signature rythmique. Ça donne du rythme à ce que vous jouez. La chanson Someone Like You est un très bon exemple d'une suite d'accords joués en arpège. Normalement, cette chanson commence par un La majeur. Je l'ai transposée pour qu'elle commence par un Do majeur, pour que ce soit plus visuel pour vous. Les accords de cette chanson sont les suivants.
Do majeur, Mi mineur renversé, La mineur et Fa majeur. Alors on peut jouer les accords plaqués comme ceci. Ok. Et on peut aussi les jouer en arpège. Pardon. Parfaitement comme cette chanson est très rythmée, elle coule inlassablement dans le temps sans qu'il y ait de silence, comme les tic-tac d'une horloge qui font penser au temps qui passe. Et d'ailleurs, quand on écoute les paroles de cette chanson, eh bien justement, le temps qui passe a un rapport étroit avec son message. Pensez-vous que cette relation entre le message de la chanson et ce rythme soit une coïncidence ? Sûrement pas. Ce rythme participe à rendre la chanson forte en émotion, ça lui donne de la sincérité, et donc la musique renforce les paroles par ce rythme qui ne s'arrête jamais. Adèle a sans doute volontairement voulu mettre ses accords en arpège pour donner dès le début un rythme qui, moi, me fait penser au temps qui passe inlassablement. Est-ce que c'est ça ce que Adèle a voulu faire lorsqu'elle a écrit cette chanson? Je ne sais pas, mais ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, moi, quand j'écris une chanson, je pense toujours à comment je vais jouer mes accords, pour que ça colle aux paroles. Vous comprenez maintenant pourquoi je décris toujours les accords comme le squelette d'une chanson, parce que toute chanson est d'abord faite d'une suite d'accords. Ça s'entend parfaitement dans le début de Always Remember Us This Way, où les accords sont plaqués. Les arpèges, la mélodie, les transitions entre les accords sont des habillages que je compare à des muscles et à des organes qui viennent prendre appui sur une structure parfaitement stable et fluide, le squelette, c'est-à-dire les accords. Et tout ça en respectant bien sûr la signature rythmique et le tempo. Le tempo, c'est la vitesse de défilement de la chanson. Bon ben voilà, les temps, les mesures, la signature rythmique, les anacrouses, les accords, vous commencez à en savoir des choses et vos doigts doivent bien savoir jouer quelques accords plaqués. Certains de ces accords doivent être devenus même automatiques, en tout cas ceux des touches blanches du clavier. À partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir jouer C1 à R2 de Always Remember Us This Way avec fluidité, sans ralentir et sans accélérer et surtout sans ajouter ou retirer de temps à vos mesures. Oubliez pour le moment les fioritures que Lady Gaga met dans son jeu de piano, dans les C4, C5 et R2. Jouez vos accords plaqués, bien fluides, avec les renversements d'accords. Quand on apprend une chanson, c'est normal de compter dans sa tête ou même à voix haute au début pour se mettre son rythme et ses silences dans la tête. Une chanson, ça ne s'apprend pas comme ça en 3 secondes. Il faut s'asseoir, seul à son piano, et déterminer comment on va s'approprier la chanson en trouvant des solutions pour que son jeu soit le moins contraignant possible, limitant les grands déplacements de main. Il faut que ce soit agréable à entendre. Il faut voir comment les paroles se calent sur les accords. Quels sont les accords, les arpèges, les transitions, il y a pas mal de choses à voir. Certains y arrivent plus vite que d'autres, oui, il y a toujours des gens plus doués que soi, ils ont du talent, dit-on, mais eux aussi, ils bossent et font ce travail de préparation d'une façon ou d'une autre. Et la plupart des choses qu'on ne parvient pas à atteindre par le talent, on y arrive en général par le travail. L'idéal, c'est d'avoir les deux, le talent et le travail. Mais c'est pas donné à tout le monde. Alors ça, c'est injuste. Oui, c'est injuste, mais c'est pas une raison suffisante pour se décourager et abandonner. Votre demi-heure journalière de piano reste toujours la même, vous devriez l'avoir notée sur votre petit cahier depuis le temps. Si vous ne l'avez pas fait, vous êtes condamné à aller chercher les précisions et les détails dans les vidéos précédentes sur ce qu'il faut faire pour progresser au mieux. Un peu de gamme, les accords des touches blanches et noires, voir le tableau des 24 accords de base, main droite, main gauche bien sûr, des accords à 3 notes avec une seule main, à 4 notes avec une seule main en faisant l'octave avec votre main droite, et à 6 notes avec les 2 mains en faisant en plus l'octave avec la main gauche et en faisant une fondamentale et une quinte à la main gauche aussi. Il faut apprendre à jouer ces accords de plus en plus spontanément. La dictée des accords est un bon moyen de s'entraîner à les faire. Et le fait de jouer Always Remember Us This Way de façon de plus en plus fluide est le signe que ces choses-là s'imprègnent peu à peu en vous et dans vos doigts.
Travaillez bien, vous savez comment faire maintenant, rigueur, régularité et tout le tralala habituel. Notre pire ennemi n'est pas la soi-disant complexité de la musique, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Votre job ici est de vous accrocher à votre désir de jouer du piano. Mon job est de faire en sorte que les obstacles soient les moins hauts possibles en vous amenant les sujets progressivement dans un ordre constructif, de façon rationnelle et structurée sans rien oublier. Comme dit le proverbe américain, on peut amener son cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le faire boire. Voilà, vous avez du boulot, moi aussi, un commentaire, restons dans le sujet, je vous prie, un like, ça fait plaisir, une question si vous avez besoin d'une précision, et abonnez-vous, c'est la seule façon pour moi de voir si ce que nous faisons ici sert à quelque chose ou pas. Bien à vous tous, à la prochaine, et comme d'habitude, musicalement vôtre.